À bord de cet avion français, il y a très probablement le président de Madagascar en train de fuir son pays. On vous raconte comment s'est déroulée sa fuite. L'armée française intervient à Abidjan aux côtés des forces de l'ONUCI contre les derniers bastions de Laurent Gbagbo. De sources diplomatiques françaises, Blaise Compaoré, lui, se trouve toujours au Burkina. Il se dirigerait vers la ville de Pau, dans le sud, mais nul ne sait quelles sont ses intentions. Pourquoi la France est toujours du mauvais côté de l'histoire en Afrique? Je pose la question sincèrement et s'il vous plaît, avant de râler, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je dis ça parce que je sais que rien qu'à cette question, certains vont se précipiter pour me sortir les mêmes commentaires débiles du genre « c'est toujours la faute de la France, faut pas toujours accuser la France, nanani, nanana ». Bref, dans cette vidéo, on revient sur l'exfiltration du président malgache André Rajoelina par la France. Et vous allez voir que c'est un schéma qui se répète encore et ce n'est clairement pas la première fois. On va parler de faits, de réalités vérifiables et documentées. Et vous allez comprendre comment la France continue d'être la plus grande complice des présidents corrompus et incompétents sur le continent africain. Nous sommes à Madagascar, un pays plongé dans le noir, littéralement. Des semaines entières sans électricité, des entreprises paralysées, des familles qui cuisinent parfois à la bougie et un peuple à bout. Alors les Malgaches décident de descendre dans la rue pour crier leur colère. Ils en ont marre et ils le font savoir pacifiquement. Face à eux, un président silencieux qui ordonne à l'armée de réprimer les manifestations. Son nom, André Rajoelina, un homme accusé de corruption, de favoritisme, d'abus de pouvoir, bref, un président incompétent. Voyant que la colère du peuple ne se calme pas, il décide de dissoudre son gouvernement, comme si ça allait changer quelque chose. Mais les jours passent et les Malgaches ne lâchent rien. Ils sont de plus en plus déterminés, jusqu'à ce que l'armée rejoigne les manifestants et refuse désormais de les réprimer. À ce moment-là, plus personne ne sait où se trouve le président. Puis, quelques jours plus tard, la nouvelle tombe. À bord de cet avion français, il y a très probablement le président de Madagascar en train de fuir son pays. On vous raconte comment s'est déroulée sa fuite. Alors selon plusieurs photos prises à proximité du palais présidentiel, le président malgache André Rajoelina aurait d'abord pris un hélicoptère le dimanche 12 octobre. L'engin en question l'aurait posé aux alentours de 15h heure locale ici, sur l'île Sainte-Marie, à l'est du pays. À 15h15, un avion français décolle de cette même île, direction l'île française de la Réunion, à 750 km. Cette information, elle provient de la page Facebook Madagascar Aviation qui a suivi la trajectoire. L'avion filmé sur ces images est le CASA CN-235, un modèle utilisé par l'armée de l'air française. Oui, le président malgache a été exfiltré par la France vers l'île de la Réunion. Et là, si vous réfléchissez un tout petit peu, que vous soyez malgache, français ou tout autre, vous vous posez forcément la question, mais pourquoi la France est-elle venue le sortir de là? Il a mal géré son pays. Il s'est moqué de sa population, il a aggravé la situation qui était déjà plus que précaire, alors pourquoi sauver un tel président? La première réponse, et vous n'allez certainement pas me croire, c'est que le président malgache, André Rajoelina, est français. Donc, je répète, André Rajoelina, le président malgache, incompétent, est français. Et attendez, il y a pire. Quand on lui demande pourquoi il a acquis la nationalité française, il répond « c'est pour faciliter la scolarisation de mes enfants ». Demander la nationalité française par naturalisation afin que de faciliter l'installation et de mes enfants afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. Oui, vous avez bien entendu. Un président censé améliorer l'éducation dans son propre pays pour que tous les enfants puissent en bénéficier explique qu'il a préféré prendre la nationalité d'un autre État pour scolariser les siens. Et cet autre État, c'est qui? La France. Et la France s'est dit, un gars qui affame son peuple, qui prive son pays d'électricité et d'avenir, pourquoi pas? Et ce, alors même que la constitution malgache interdit la double nationalité pour un président en exercice, ce qui est parfaitement logique d'ailleurs. Alors je me suis posé les questions suivantes. Pourquoi la France accepte-t-elle d'accorder la nationalité à un président en exercice d'un pays pauvre comme Madagascar au lieu de la lui refuser afin de lui pousser à améliorer les conditions de vie chez lui? Et pourquoi, quand ça dégénère, la France l'exfiltre au lieu de le laisser répondre de ses actes devant son peuple?
Et au-delà même du fait que le président malgache ait acquis la nationalité française, je me suis aussi demandé pourquoi c'est toujours la France qu'on retrouve dans ce genre de choses. Parce que ce n'est pas un cas isolé, c'est un chemin, un scénario qui se répète depuis plus de 60 ans. À chaque fois qu'un président africain corrompu ou incompétent tombe, on retrouve toujours le même pays dans les parages, la France. Regardez, quand Blaise Compaoré est tombé au Burkina Faso après 27 ans de règne, qui l'a exfiltré en hélicoptère vers la Côte d'Ivoire? La France. Quand Léon Mba a été renversé par un coup d'État au Gabon en 1964, qui a envoyé ses parachutistes remettre le bon président sur le trône? La France. Qui venait tout juste d'accéder à l'indépendance. Une intervention militaire française visant non pas à venir en aide à un pays en proie à une agression extérieure, mais à permettre à un dirigeant mal en point de récupérer son pouvoir. Et donc, une ingérence armée de l'ancien colonisateur dans la vie politique d'un État en principe indépendant. Une première, mais pas une dernière. C'était en 1964 au Gabon. Quand Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara s'affrontaient pour le pouvoir en Côte d'Ivoire, qui a choisi lequel devrait rester et lequel devrait partir? Toujours la France. Et à chaque fois, la justification est toujours la même. C'est pour la stabilité. Mais la stabilité de qui en fait? Pas la nôtre, pas celle des peuples africains en tout cas, mais celle des intérêts français. Oui, cessez de nous prendre pour des idiots. On sait pertinemment que la France ne soutient pas ces régimes par amitié pour les Africains. Elle les soutient parce qu'ils sont dociles, parce qu'ils signent des contrats bidons et parce qu'ils garantissent l'accès aux ressources naturelles tout en fermant les yeux sur les bases militaires. Et quand ces régimes tombent enfin, la France les protège, les exfiltre, les accueille et les naturalise parfois même. Et pendant ce temps, le peuple lui reste au même stade, voire pire. Mais comment un pays qui prétend défendre la dignité humaine peut-elle être à la fois complice de ceux qui la détruisent? À ce stade, beaucoup de Français vont être tentés de me dire « ce n'est pas nous, ce sont nos dirigeants ». Ok, je veux bien vous croire, mais ce que vous devez comprendre à votre tour, c'est que vos dirigeants agissent en votre nom. Quand ils protègent des présidents corrompus, ils engagent votre drapeau, votre image, votre responsabilité morale. Parce que, au final, ce ne sont pas les Africains qui inventent ces histoires. Ce sont vos institutions, vos dirigeants qui choisissent encore et encore le mauvais côté de l'histoire pour des intérêts que la majorité d'entre vous n'en profitent même pas. Quand la France protège ses présidents, elle retire aux peuples africains le droit de juger ses propres dirigeants. Et quand tu prives un peuple de justice, tu récoltes la haine, la frustration et la rupture. Et on s'étonne que les jeunes Africains rejettent la France. Mais comment respecter et aimer un pays qui protège ceux qui t'ont trahi et humilié chez toi? Si chaque président africain travaillait dans l'intérêt de son peuple, sans corruption ni abus de pouvoir, pensez-vous qu'il y aurait encore une immigration illégale aussi massive vers l'Europe? Certainement pas. D'ailleurs, il y a ce commentaire qui revient très souvent. Il faut couper l'aide au développement aux pays africains. Très bien, faites-le, au plus vite même, parce qu'on n'en a jamais vraiment eu besoin. De toute façon, on n'en voit jamais la couleur. Elle ne sert qu'à nous enchaîner un peu plus et à nous faire sentir redevables. Ce qu'on veut, c'est que les intrus dégagent, qu'ils cessent de nous imposer des dirigeants, pour la plupart corrompus et incompétents, qu'ils arrêtent de les protéger. Et par-dessus tout, qu'ils cessent d'étouffer notre souveraineté sous couvert de coopération. Alors oui, c'est aussi de votre responsabilité en tant que Français de regarder les choses en face, pas de le nier sous prétexte qu'on propagerait un soi-disant sentiment anti-français. Alors que ce n'est pas vrai, il n'existe pas de haine du peuple français en Afrique. Par contre, il y a bien un rejet des dirigeants et des institutions françaises. La France est le plus grand soutien des présidents africains corrompus et incompétents. Je vous assure que j'en suis venu à penser que les dirigeants français successifs pensent peut-être au fond d'eux que la médiocrité, c'est ce qui sied le plus aux Africains. Oui, c'est fou, mais moi je pense ça, vraiment. Parce que sinon, comment expliquer tout ça? Bref, à force de soutenir et d'exfiltrer des corrompus, la France est en train de s'exfiltrer elle-même de la conscience des Africains. Et ça, encore une fois, ce n'est pas la haine, c'est la vérité. Et si vous êtes français, accepter et dénoncer ça ne signifie pas que vous trahissez votre pays. Au contraire, c'est lui vouloir du bien.